contre en hurle ces dernières heures que le Danemark et l'Europe entière sont en deuil après la dernière attentat qui a visé à reproduire l'attentat de Charlie Hebdo. Entre-temps, les Égyptiens musulmans et chrétiens suivent de près le destin inconnu de 21 Égyptiens chrétiens enlevés en Libye. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanifa Reg, l'animateur qui va vous accompagner durant ces prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne directe. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que les grandes lignes de cette édition du direct. Et ces jours-ci, l'islamophobie gagne du terrain en Europe et aux États-Unis. Les médias occidentaux essayent toujours de mettre dans leur ligne de mire l'islam. D'autre part, on trouve que les musulmans, notamment en Europe, sont entrepris ou plutôt sont pris entre le feu des extrémistes et le feu des racistes de l'extrême droite européenne. Mais en tout cas, ils sont toujours les premières victimes alors qu'ils sont assassins ou assassinés. Donc pour avoir plus de détails en ce qui concerne ce sujet de l'islamophobie, regardons ensemble ce reportage signé Dalia Karam. Mardi passé, 3 jeunes musulmans, Shadi Barakat âgé de 23 ans, son épouse Yusr Mohamed âgée de 21 ans, ainsi que sa belle-sœur Razan Mohamed âgée de 21 ans ont été lâchement assassinés par un homme de 46 ans dénommé Greg Stephen X, connu pour sa haine des religions en général et de l'islam en particulier. Les 3 jeunes étudiants musulmans ont été froidement exécutés à leur domicile à Chapel Hill en Caroline du Nord par un terroriste athéiste qui n'a jamais caché sa haine de l'islam et des femmes qui portent le voile. Les médias américains, qui nous font penser aussi à la plupart des médias français, ont tenté dans un premier temps d'ignorer ce triple crime de haine, mais sous la pression des critiques qui pleuvaient sur les réseaux sociaux, ils se sont enfin emparés de sujets pour lui en donner une autre orientation, tentant de minimiser son importance. D'après ces médias, le mobile de ce triple crime est dû à une mésentente entre le tueur et ses 3 victimes sur un emplacement de parking, lequel parking, précisons-le, est gratuit où chacun se gare un peu comme il veut. Les publications du tueur sur sa page Facebook ne laissent pourtant aucun doute sur ses motivations profondément islamophobes. Le dossier est désormais entre les mains du FBI. Barack Obama, vivement critiqué par le Premier ministre turc pour son silence assourdissant sur cette affaire, a demandé à ce que ce triple assassinat soit traité avec transparence. En fait, et en réaction de ce dernier attentat, Dr Ibrahim Neg, l'assistant du grand mufti d'Égypte, a qualifié ce triple meurtre d'attaque terroriste qui dévoile la face immonde plutôt de l'islamophobie. Il a dénoncé encore le silence des médias américains sur cette attaque raciste. En tout cas, et comme je viens de vous annoncer dans les grandes lignes de cette édition, 21 Égyptiens sont enlevés ces derniers jours en Libye et jeudi dernier, un communiqué du bureau du président Sisi assure que l'Égypte suit de très près les développements concernant l'enlèvement de 21 coptes chrétiens égyptiens qui ont été pris d'assaut au cours de 2 raids à Sirte en Libye en décembre et en janvier même. Et en fait, les Égyptiens, l'Égypte, que ce soit musulmans ou chrétiens, suivent de près les dernières évolutions qui ont eu lieu dans ce dossier, dans l'enlèvement de 21 égyptiens coptes. En fait, le sang égyptien, que ce soit musulman ou chrétien, est très cher les Égyptiens. Donc, pour avoir plus de détails, regardons toujours ce reportage signé Dalia Karam. Daesh a publié jeudi dans son magazine de propagande Dabiq des photos de 21 Égyptiens coptes enlevés en Libye en combinaison orange en signe de menace de leur exécution imminente. Ces malheureux chrétiens égyptiens ont été enlevés depuis le mois de janvier dernier à Sirte, au centre de la Libye. Plusieurs coptes égyptiens ont déjà été victimes d'enlèvements et d'assassinats dans ce pays
où travaillent des dizaines de milliers d'Égyptiens, notamment dans les secteurs de la construction et de l'artisanat. Un médecin égyptien et son épouse, tous deux coptes, ont notamment été assassinés le 23 décembre à Sirte. Leur fille de 13 ans, enlevée par les assaillants, avait été retrouvée morte 2 jours plus tard. Sommes-nous devant le retour à l'ère de la barbarie de Gaza à Bagdad? En passant par Raqqa et Mossoul, le Proche-Orient est frappé actuellement par une vague de violence indescriptible. Quand la loi de la jungle prédomine, c'est le groupe, la bande, le gang les plus forts, les plus terrifiants qui s'imposent pour survivre, qu'ils soient motivés par une idéologie nationaliste, religieuse, tribale ou autre. Dans ce contexte, la liste est longue. Les nazis en Allemagne, le conflit en ex-Yougoslavie récemment en Europe, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, les Khmers rouges au Cambodge et voilà, présent Daesh au Proche-Orient. D'où l'insistance de Daesh à diffuser souvent des vidéos de la décapitation de ces malheureux otages. D'abord, l'assassinat des Américains James Foley et Steven Stoloff, puis du Britannique David Haines. Ce n'était pas un assassinat, c'était plutôt une exécution. James Foley, Steven Stoloff et David Haines ont d'abord été égorgés salement au couteau comme des animaux, à genoux, les mains attachées dans le dos en combinaison orange, comme à Guantanamo. Exécutés dans la souffrance et sans doute dans les cris, cette barbarie accomplie, on les a à genoux, les mains attachées dans le dos en combinaison orange comme à Guantanamo. Exécutés dans la souffrance et sans doute dans les cris. Cette barbarie accomplie, on les a en effet décapités, puis on a posé leur tête sur leur corps dans une mise en scène destinée à affoler le monde. Comme le disent les criminologues, le choix de l'égorgement au couteau ne doit d'ailleurs rien au hasard. Dans une société acclimatée à la violence par arme à feu, au cinéma et à la télé, l'œil devait se démarquer et gravir un degré supplémentaire dans l'horreur. Cette barbarie sanglante est une opération de communication. Les terroristes de Daesh ont aussi diffusé la vidéo de décapitation collective de 22 soldats syriens. Une autre vidéo diffusée au début de ce mois a affolé le monde tout entier, celle d'un homme en train d'être brûlé vif dans une cage, et a affirmé qu'il s'agissait du pilote jordanien capturé après le crash de son F-16 en Syrie le 24 décembre dernier. Maïz el-Kassasba menait un raid sur des positions de l'EI dans le cadre de la coalition internationale anti-terroriste lorsqu'il a été capturé. Sur les images insoutenables de cette vidéo de 22 minutes, on le voit vêtu d'une tenue orange avancer parmi des ruines au milieu d'hommes en tenue militaire masqués et armés. Alors que Kassasba est enfermé dans une cage en métal, un de ces hommes prend une torche et met le feu à de l'essence. Les flammes se propagent alors jusqu'à la cage. Le supplicié cherche enfin à se protéger, se débat avant d'être transformé en une boule de feu. Si cette vidéo est authentique, il s'agit d'une nouvelle indication de la cruauté et de la barbarie de cette organisation, comme l'a déclaré de son côté Obama, appelant à redoubler de vigilance et de détermination pour lutter contre Daesh, l'état de la barbarie. Je crois que les Égyptiens sont tout à fait d'accord avec ce titre qui a porté ce reportage, Daesh, l'état de la barbarie. En fait, quel est le message ou quel est le but d'enlever le 21 Égyptiens chrétiens en Libye? Quel est le but même de brûler vif ce pilote jordanien? En tout cas, ce sont des questions dont on va discuter dans la deuxième partie de cette édition de Direct, mais nous devons diffuser ce reportage qui jette la lumière sur les prochaines élections législatives ici en Égypte. En fait, et malgré les différents défis auxquels est confrontée l'Égypte tout entière ces jours-ci, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on trouve que les Égyptiens sont de plus en plus déterminés à réaliser la troisième étape qui est contenue dans la feuille de route déclarée après la révolution de 30 juin 2013. En tout cas, pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus de détails, regardons ensemble ce reportage signé toujours d'Alia Karam. Alors que les dates des législatives ont été annoncées, la plupart des partis politiques n'ont pas finalisé leur liste électorale et cherchent toujours à s'organiser en alliance. Les élections législatives se déroulent en 2 étapes. La première aura lieu les 22 et 23 mars, second tour les 31 et 1er et 2 avril. Et la seconde étape les 26 et 27 avril, second tour les 5 et 6 et 7 mai. C'est la commission électorale qui l'a annoncé. 420 sièges seront élus
à travers le scrutin uninominal et 120 à travers le scrutin de liste. 27 autres députés seront nommés directement par le président de la République. 16 000 juges superviseront les élections. La première étape comprendra les gouvernorats de Haute-Égypte, en plus de la mer Rouge, Alexandrie, Marsa Matrouh et Giza. La deuxième étape comprendra le Caire, les gouvernorats de Basse-Égypte, le Sinaï et les gouvernorats du Canal. La date des élections n'est pas une surprise. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré que les élections auraient lieu au mois de mars. La commission électorale annoncera ultérieurement les autres détails du processus électoral, notamment ceux qui se rapportent aux recours électoraux. À 2 mois des élections, la plupart des partis politiques n'ont toujours pas annoncé leur liste électorale. Des partis comme El Wafd, les Égyptiens libres, le Rassemblement sont en pleine tractation électorale. Seul le courant populaire, le parti en instance de création, a annoncé qu'il boycotterait les élections. Nous avons une réunion cette semaine pour décider si nous allons participer ou non. Nous n'avons toujours pas pris de décision finale. La décision sera prise dans quelques jours, souligne Khaled Daoud, porte-parole du Parti libéral Al-Doustour. Idem pour l'alliance d'El Wafd El Masri, une plateforme comprenant les partis du New Wafd, de l'Égyptien social-démocrate, de la réforme du développement et le bloc égyptien d'Amr Chobki. Nous continuons les discussions pour finaliser les listes. Une réunion aura lieu au cours de cette semaine pour se mettre d'accord sur les listes finales de candidats. Notre alliance sera la plus forte, assure Bahgat Al-Husami, porte-parole du parti de New Wafd. Assam Shiha, membre du comité suprême du New Wafd, affirme lui que les portes de l'alliance sont encore ouvertes à la majorité des forces et courants politiques soutenant les révolutions du 25 janvier et du 30 juin. Il ajoute que l'alliance n'a pas terminé sa structure finale. Pour sa part, le vice-président du Parti du Rassemblement souligne que son parti annoncera les noms de candidats prochainement, précisant qu'il disposera de 180 candidats pour ce qui est du scrutin de liste et du scrutin individuel. Le Parti libéral des Égyptiens libres, qui présentera ses candidats sur la liste de l'ancien Premier ministre Kamal Ganzouri, a lui confirmé qu'il avait déjà préparé tout le nécessaire pour l'élection, comme l'affirme Mahmoud El-Alaili, leader du parti. Nous avons terminé tous nos préparatifs, mais nous ne pouvons pas présenter des candidats pour tous les sièges individuels. Du côté des islamistes, la coalition de soutien à la légitimité qui réunit des partis islamistes promosi comme la Jama'a al-Islamiyya, le parti d'Al-Watan, le parti d'Al-Asala et d'autres a décidé de boycotter les élections. Quant au parti de Masr Qawiya, l'Égypte forte et Al-Nour, ils ont leurs propres problèmes. Le premier a du mal à trouver un lieu pour tenir ses congrès et le second affirme ne pas pouvoir financer ses candidats. Selon les analystes, il y a un état de confusion au sein des partis politiques. Cette confusion est due à la loi électorale qui a consacré 20% des sièges au scrutin de liste et 80% au scrutin uninominal. Cela affaiblit les partis politiques et ouvre la porte aux luttes partisanes. Ce prochain Parlement aura en effet de larges pouvoirs selon